Bonsoir, donc nous sommes le 23 janvier 2017, c'est notre seconde séance consacrée à la sécurité, à la question de la sécurité dans le cadre de Philopop. Et nous nous demandons si la sécurité est, comme le déclarent souvent un certain nombre d'hommes politiques, la première des libertés. Alors, première des libertés, pourquoi? Parce que sans elle, les autres n'auraient aucun sens. Première des libertés, parce qu'il serait nécessaire, pour la conserver, de restreindre les autres, quand les circonstances l'exigent. Alors, dans notre première partie, nous nous avons montré que cette formule, qui est au principe une conception sécuritaire de l'État, va dans le sens opposé des exigences de sûreté qui définissent l'État de droit. Et ce n'est certes pas dans l'esprit des lois qu'on en trouvera la justification. Ce serait plutôt dans le Léviathan, le grand ouvrage de philosophie politique de Thomas Hobbes, paru en 1651. C'est là que se trouverait, semble-t-il, la meilleure expression de l'idéal sécuritaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la conception absolutiste de l'État que propose Hobbes sera la cible des critiques que lui adresseront des philosophes comme Locke, John Locke et Montesquieu à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Donc, nous verrons dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire, nous verrons dans un premier temps que la philosophie de Hobbes est sans doute celle qui fait de la sécurité le centre de la réflexion politique. Mais nous verrons également, dans un second temps, que même pour un philosophe comme Thomas Hobbes, la sécurité ne peut pas être pour autant considérée comme le seul horizon exclusif de la politique. La lecture de ce philosophe nous permettra de comprendre que la conception de l'État sécuritaire est en rupture même avec le modèle de l'État qu'il propose, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et alors que pour Hobbes, en effet, je présente l'idée, alors que pour Hobbes, l'État a pour fonction de mettre fin à la peur et de permettre aux hommes de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle, l'État sécuritaire, lui, se fonde au contraire sur la peur et il l'entretient en faisant de la sécurité sa finalité essentielle. Donc, voyons d'abord en quel sens la sécurité, le désir de sécurité, est pour Hobbes à l'origine de l'État. Ici, il faut recommander la lecture du chapitre 13 du Léviathan, dont le titre est, je le cite, « De la condition du genre humain à l'état de nature concernant sa félicité et sa misère ». La conclusion de ce chapitre est à la fois brève et dense, je vous la cite. « Là où n'existe aucune puissance commune, il n'y a pas de loi. Là où il n'y a pas de loi, rien n'est injuste. » Tout est là. C'est-à-dire, si les hommes étaient livrés à eux-mêmes, s'ils n'étaient soumis à aucune puissance commune, tout serait permis, tout leur serait permis. Et les hommes seraient alors condamnés à se craindre mutuellement. Alors, au lecteur récalcitrant, qui penserait que Hobbes exagère, Hobbes demande, justement, toujours dans ce fameux chapitre 13, il lui demande, je cite, de s'observer lui-même. Quand, pour partir en voyage, il s'arme et cherche à être bien accompagné. Quand, allant se coucher, il boucle ses portes. Quand, jusque dans sa propre maison, il verrouille ses coffres. Et cela tout en sachant qu'il y a des lois et des agents publics pour punir tous les torts qu'on pourrait lui faire. Et il conclut, quelle opinion se fait-il de ses semblables? Il s'adresse à son lecteur. Quelle opinion se fait-il de ses semblables quand il voyage tout armé, de ses concitoyens quand il boucle ses portes, et de ses enfants et de ses domestiques quand il verrouille ses coffres? Vous voyez, ici, ce texte me paraît vraiment exemplaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire, si on suit Hobbes, il n'est pas nécessaire d'être misanthrope, il n'est pas nécessaire de postuler la méchanceté des hommes pour faire cette observation. Sans doute y a-t-il des hommes honnêtes qui ne s'en prendront pas à nos biens, mais ce n'est pas écrit sur leur front, comme on dit.
nous ne pouvons pas deviner les intentions des autres. Et nous ne pouvons pas savoir, effectivement, s'ils sont vraiment honnêtes. Alors, dans cette incertitude, hein, quand nous partons en voyage, par exemple, hein, quand nous allons nous coucher, dans cette incertitude, chacun sait qu'il vaut mieux se protéger que faire confiance. Et c'est la raison pour laquelle on peut conclure que la peur d'autrui commande la plupart de nos actions quotidiennes. Il y a aussi en chacun de nous, qu'on le veuille ou non, un désir de sécurité. Un désir de sécurité qui se manifeste par de la défiance envers les autres, qui apparaissent alors comme des ennemis potentiels, comme des agresseurs potentiels. Alors si déjà chacun peut faire sur lui-même cette simple observation, alors même qu'il vit dans une société où il y a des lois, où il y a des agents publics pour punir les malfaiteurs, que dire alors, que dire a fortiori d'une situation où les hommes seraient livrés à eux-mêmes sans pouvoir commun, sans loi commune? Cette situation, elle est ce que Hobbes envisage comme l'hypothèse de l'état de nature. Dans cet état, eh bien, les hommes seraient condamnés, ils seraient livrés à eux-mêmes, ils seraient condamnés à se craindre mutuellement, ils n'auraient aucunement l'assurance de pouvoir se conserver, et cet état, effectivement, serait l'état de guerre de tous contre tous. Alors, cette hypothèse a un intérêt. Elle a l'intérêt de faire comprendre que seule la peur, et dans l'état de nature, au fond, les hommes seraient tous exposés à la peur, hein, ils seraient tous également menacés, ils se sentiraient tous également menacés, mais dans cette situation, dans cette hypothèse de l'état de nature, c'est seulement la peur qui peut, au fond, pousser les hommes à s'entendre pour rechercher les moyens qui leur permettront de vivre en sécurité. C'est la peur, si vous voulez, qui va les rendre intelligents et de chercher une issue à une situation qui est invivable. Ainsi, c'est parce que les hommes se craignent mutuellement qu'ils cherchent à s'associer pour conjurer les risques de la mort violente, et non pas parce qu'ils sont sociables, non pas parce qu'ils sont bienveillants les uns à l'égard des autres. Et parce qu'elle est réciproque, la peur permet en effet d'envisager un engagement réciproque des individus, que Hobbes va appeler un pacte social. Et alors, pacte social par lequel chacun des partenaires consent, je cite, à abandonner le droit qu'il a de se gouverner lui-même à un tiers qui, dès lors, est institué en souverain. Mais là, je vais trop vite, je vais revenir sur le texte précis qui se trouve au chapitre 17 du Léviathan. Voilà, je lis le passage et je le commente un peu après. Voilà ce qu'écrit Hobbes dans le chapitre 17. C'est comme si chaque individu devait dire à tout individu « J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même à cette condition que tu lui abandonnes ton droit et autorises toutes ses actions de la même manière. » Et il poursuit, « Cela fait, la multitude ainsi mise en une personne est appelée un État. Telle est la génération de ce grand Léviathan, ou plutôt de ce Dieu mortel, auquel nous devons, sous le Dieu immortel, notre paix et notre défense. » Alors évidemment, ce texte appelle deux observations, deux remarques même, pour que ce soit plus clair. D'abord, comme le montre Hobbes, le pacte social, c'est une fiction. On ne peut pas prendre ça au pied de la lettre, hein. Ce n'est pas un scénario réel. Mais c'est une fiction nécessaire pour comprendre l'institution de l'État. Qu'est-ce qu'écrit Hobbes? Il écrit « c'est comme si chaque individu devait dire à tout individu. C'est comme si. » Donc ce n'est pas pour autant une fiction gratuite. Hein, comme je l'ai dit, il est nécessaire de l'imaginer pour comprendre que sans le consentement des individus, l'État, au fond, n'existerait pas. Et la figure du Léviathan qui est mentionnée par Hobbes, évidemment, est empruntée au livre de Job qui se trouve dans la Bible. Le Léviathan, c'est une créature monstrueuse destinée à effrayer les hommes. Et si on applique donc l'image du Léviathan à l'État, eh bien l'État doit apparaître aux hommes comme un grand Léviathan, c'est-à-dire comme un monstre,
un monstre qui leur fera peur, hein, et auquel ils obéiront parce que précisément ils en ont peur, parce qu'ils le craignent. Donc si je résume l'idée développée par Thomas Hobbes au chapitre 17, comprenons qu'il y a à l'origine de l'institution de l'État un pacte social, un accord mutuel, au fond, entre les individus, qui consiste dans le désistement total de chacun de son droit de se gouverner lui-même, en faveur d'un tiers, que ce tiers soit un homme ou une assemblée d'hommes. Ce tiers sera ainsi institué par le pacte social, il sera ainsi institué comme souverain. Alors que veut dire le terme de souverain? Ça veut dire que cet homme ou cette assemblée d'hommes, instituée souverain, a dorénavant le pouvoir absolu de décider des lois et de les imposer aux individus. Il n'y a rien au-dessus du pouvoir suprême, hein, il n'y a rien au-dessus du souverain. C'est lui qui décide de ce qui est juste et de ce qui est injuste. Ainsi, au lieu de se craindre mutuellement et de vivre dans une insécurité permanente, les individus qui concluent le pacte social préfèrent s'en remettre totalement à l'État, qui détient la souveraineté, au sens où, encore une fois, il est l'autorité suprême, au sens où il n'y a pas d'autorité au-dessus de lui. Et par l'institution de l'État, la peur des individus se trouve métamorphosée, elle se trouve transformée. Au lieu de demeurer une peur irrationnelle et destructrice, comme elle l'est à l'état de nature, où chacun craint chacun, eh bien, elle devient une peur raisonnable. Car en faisant de l'État l'unique objet de la peur, hein, son unique objet, eh bien, elle garantit de cette manière la paix civile. C'est parce qu'au fond, tous craignent seulement l'État, parce que l'État est l'unique objet de la peur, que la peur est raisonnable et, au fond, garantit la sécurité, la paix civile. Et le bénéfice de cette peur raisonnable est de permettre aux individus de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle, parce que, comme l'explique Hobbes, ils vont ainsi pouvoir coopérer, se lancer dans des entreprises communes. Il ne peut pas y avoir d'activité économique, il ne peut pas y avoir de commerce, là où effectivement règne la peur. Alors, au terme de cette réflexion, bien, on est tenté de conclure que la sécurité est bien pour Hobbes la priorité des priorités. C'est en effet le désir de sécurité de chaque homme qui le conduit à sortir de l'état de nature et à vouloir instituer l'État. Ce désir de sécurité, d'ailleurs, est nommé par Hobbes le droit naturel de chacun. Hein. Ce désir de sécurité, il l'appelle le droit naturel de chacun. Et ce droit naturel, il le définit au chapitre 14 du Léviathan comme, je cite, « la liberté que chacun a d'user de sa propre puissance comme il le veut pour lui-même, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie. » C'est-à-dire, au fond, le droit naturel, le désir de sécurité, il est inscrit dans la nature de l'homme, hein, dans la mesure où il est dans la nature de l'homme de chercher à se conserver. Seulement, ce n'est pas en restant dans l'état de nature qu'on pourra réussir à se conserver. Il faut instituer l'État pour pouvoir vivre en sécurité. Alors, s'il est vrai que, vous voyez, le désir de sécurité est à l'origine de l'institution politique, vous allez voir que ce désir ne suffit pas pour autant, hein, à garantir le lien politique qui unit les citoyens à l'État. Il serait ici beaucoup trop simple de réduire la philosophie politique de Hobbes à une conception purement sécuritaire de l'État. Il est d'ailleurs ici très intéressant de voir pourquoi et comment la philosophie politique, ce philosophe politique, il est très intéressant de voir pourquoi et comment ce philosophe politique qui a la réputation, hein, de développer une logique sécuritaire, hein, c'est comme ça qu'on le perçoit, eh bien, il est intéressant de voir que ce penseur ne réduit jamais l'horizon de l'action politique à la seule préoccupation de la sécurité. C'est ça qui est intéressant. Alors, évidemment, comme on l'a expliqué, le lien politique a pour origine le désir de sécurité. Mais ce n'est pas pour autant, comme on va le comprendre, que Hobbes fait de ce désir le fondement de la sécurité. Et, excusez-moi,
je reprends mon propos, hein, c'est évidemment le lien politique a pour origine le désir de sécurité, mais ce n'est pas pour autant qu'il fait de ce désir le fondement du lien politique, et de la sécurité la finalité essentielle de l'action politique. Voilà ce que je veux maintenant montrer. Alors, si l'État n'avait en effet d'autres fonctions que d'assurer la sécurité des hommes, l'obéissance à ces lois s'expliquerait seulement par la peur. Or, justement, Hobbes a montré que la peur ne suffit pas à constituer un lien politique. Pour que l'État unifie les individus en un corps politique, en un peuple, pour qu'il en fasse des citoyens conscients d'appartenir au même corps politique, eh bien l'obéissance des citoyens ne doit pas se réduire à la peur. Elle ne peut pas se réduire à la peur, ou alors à ce moment-là, il y a une dépolitisation du lien. C'est-à-dire que l'obéissance des citoyens doit consister autant que possible dans une adhésion active à la politique de l'État. C'est ce que nous allons montrer. Ainsi, le lien politique exige des citoyens qu'ils puissent se reconnaître dans ce que fait l'État. Et ce lien politique exige de l'État qu'il ait une véritable autorité. Une véritable autorité. Or, l'autorité, ce n'est pas simplement la domination. Dans le chapitre 16 du Léviathan, Hobbes élabore une théorie de l'autorisation pour expliquer justement ce qui fonde l'autorité de l'État. Celle-ci ne peut venir que du consentement des citoyens. Ainsi, rappelez-vous les termes qu'utilisait Hobbes dans le chapitre 17, ainsi, par le pacte social, les individus autorisent l'État à agir en leur place, à leur place et en leur nom, comme si c'était eux-mêmes qui agissaient. Je rappelle la formule utilisée par Hobbes pour présenter le pacte social au chapitre 17. J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes. Voilà ce que dit chacun des individus qui conclut le pacte social. J'autorise cet homme ou cette assemblée d'hommes. Et c'est par l'autorisation de chacun et l'autorisation de tous les autres que le souverain est institué, que l'État est institué. C'est-à-dire que par le pacte social, chaque individu transfère son droit de se gouverner lui-même à un homme ou à une assemblée d'hommes qui se trouve par là autorisé à agir en son nom. Et c'est ainsi l'autorisation que lui donne chacun des individus par le pacte social qui fonde l'autorité de l'État. L'État peut être ainsi conçu comme une sorte de fondé de pouvoir. Comme une sorte de fondé de pouvoir dont l'autorité provient de l'autorisation préalable des citoyens, qui lui ont donné mandat pour les représenter. En vertu de cette autorisation, l'État est une personne juridique. C'est une personne juridique qui représente les citoyens, les termes ici sont très importants, et qui agit par conséquent en leur nom sur la scène publique. Et d'ailleurs, Hobbes rappelle ici que la notion de personne vient du latin persona, qui désignait le masque que portaient les acteurs au théâtre. C'est-à-dire, comme l'acteur, l'État est un acteur finalement, comme l'acteur, l'État a autorité à agir sur la scène publique, car il y est autorisé par tous les auteurs, en quelque sorte, que sont les citoyens. Alors cette fiction, encore une fois, c'est une fiction, la théorie de l'autorisation, c'est une fiction, mais c'est une fiction qui permet de saisir le véritable sens de l'obéissance du citoyen. C'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas simplement parce qu'ils ont peur, ils obéissent à l'État parce qu'ils ont la conviction que l'État les représente. C'est ça qui est important. Et c'est cette conviction qui est le véritable fondement de l'autorité de l'État, qui est le véritable fondement de l'obéissance des citoyens à l'État. Ce n'est pas la peur. Dès lors, la souveraineté de l'État ne peut pas se réduire à sa puissance. La puissance grâce à laquelle il se fait craindre. On ne peut pas réduire la souveraineté de l'État à la puissance, à la domination. Non que cette peur n'existe pas. Dans certains cas extrêmes, évidemment, elle va ressurgir. Mais cela ne peut pas suffire. L'obéissance repose avant tout sur la reconnaissance
que les citoyens ont de l'autorité de l'État. Et quand ils ne peuvent pas, quand ils ne peuvent plus se reconnaître dans l'action publique de l'État, bien l'autorité de l'État est en crise. L'autorité de ce dernier est en crise. Et c'est précisément l'affaiblissement de l'État qui conduit à confondre l'autorité avec l'autoritarisme, à réduire sa souveraineté au seul exercice de sa puissance. La meilleure illustration de cette réflexion sur l'autorité de l'État, eh bien, se trouve dans l'analyse que fait Hobbes du droit pénal, de la justice pénale, dans le chapitre 28 du Léviathan. En tant qu'il dispose du pouvoir absolu, l'État peut toujours, selon Hobbes, ne pas tenir compte des lois qu'il a lui-même établies. Il peut toujours agir en faisant exception aux lois qu'il a lui-même instituées, puisqu'il détient le pouvoir absolu, il est souverain. Il peut par exemple décider de faire arrêter un citoyen innocent. Ou même s'il est coupable d'un délit, il peut décider de lui infliger un châtiment bien plus sévère que celui qui est fixé et prescrit par la loi. Mais en agissant ainsi, l'État exerce certes sa puissance, mais il prend le risque de s'affaiblir aux yeux des citoyens. Il risque de s'affaiblir aux yeux des citoyens car il décrédibilise l'ordre légal qu'il a lui-même instauré. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, comme l'explique Hobbes au début du chapitre 28, il est important que les citoyens n'aient pas le sentiment que les châtiments qui sanctionnent les délits et les crimes, il faut qu'ils n'aient pas le sentiment que ces châtiments sont arbitraires. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que les châtiments sont arbitraires. Il faut qu'ils aient le sentiment, le sentiment que les châtiments expriment la légalité. Il est important que le citoyen sente que la loi pénale ne s'applique qu'à celui dont la culpabilité a été juridiquement établie. Thomas Hobbes, d'ailleurs, au début du chapitre 28, écrit la chose suivante, qui est très simple et très claire. Il écrit qu'un châtiment est un mal infligé de par l'autorité publique à celui qui accomplit une action que cette autorité juge être une transgression de la loi, afin que la volonté des hommes soit par là d'autant mieux disposée à l'obéissance. C'est-à-dire que le châtiment, comme on le voit dans cette formule, le châtiment ne peut pas avoir une simple fonction répressive. Il doit aussi avoir une finalité éducative. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit administré par l'État de telle sorte que les criminels reconnaissent en fait leur crime, leur culpabilité, et se disposent ainsi à mieux obéir aux lois. C'est ça qui est important. Si l'État traite le délinquant ou le criminel comme une bête nuisible qu'il faut avant tout mettre hors d'état de nuire, eh bien, il efface la distinction entre ce que Hobbes appelle les châtiments d'un côté et puis les actes d'hostilité de l'autre. C'est-à-dire que par là, évidemment, l'État prend le risque de décrédibiliser les châtiments et les lois sur lesquelles reposent ces châtiments. Et évidemment, en décrédibilisant les lois, d'une certaine façon, il encourage plutôt la délinquance. Il prend le risque, en tout cas c'est clair, de détourner les citoyens de l'obéissance aux lois, et de leurs responsabilités. Et les lois risquent d'apparaître, ou comme les châtiments d'ailleurs, les lois risquent d'apparaître comme des décrets arbitraires, comme les seuls effets de la puissance du souverain. Encore une fois, je le répète, le souverain étant souverain, il peut toujours décider de déroger à l'ordre légal qu'il a institué, en traitant par exemple des innocents comme des coupables, mais, je répète, par là, il décrédibilise l'ordre légal dans la conscience même des citoyens et il contribue à défaire le lien politique. C'est extrêmement dangereux. Donc vous voyez, on voit qu'ici, la réflexion de Hobbes, qui n'est pas bien sûr celle de Montesquieu, montre que l'État, s'il est vraiment un État fort, eh bien il respecte le droit. Ce n'est pas un État qui se met à agir par des voies qui soient uniquement exceptionnelles.
ils respectent l'ordre légal. C'est la meilleure façon de stabiliser l'ordre politique. Donc on voit qu'une réflexion, comme celle du philosophe Thomas Hobbes, dont nous aurions pu penser qu'elle faisait de la sécurité l'horizon ultime de l'action politique, n'entérine aucunement ce genre de conclusion. On ne peut pas faire en ce sens de Hobbes l'apologiste de l'idéal de la sécurité. Il est d'ailleurs intéressant de mesurer ce qui sépare la conception sécuritaire de l'État, qui voit dans la sécurité la finalité essentielle de la politique, du modèle d'État que conçoit Hobbes dans le Léviathan. C'est très intéressant de mesurer la différence. Le lecteur, la lecture de Hobbes peut nous aider par cette confrontation de mieux saisir justement ce qui fait la spécificité d'un État sécuritaire. Alors que pour Hobbes, l'État a pour fonction de mettre fin à la peur, c'est ça l'essentiel, de permettre aux hommes de s'abandonner à une certaine confiance mutuelle, eh bien, une politique sécuritaire, la politique sécuritaire d'un État, se fonde au contraire sur la peur. Et elle l'entretient en faisant de la sécurité sa finalité essentielle. Alors, je vais aujourd'hui en rester là, mais simplement, on voit les questions qui vont devoir être posées. D'abord, il nous faudra mesurer, comme je l'ai dit, ce qui distingue vraiment l'État sécuritaire du modèle de Hobbes. En quoi y a-t-il vraiment distinction? Ensuite, il faudra nous demander pour quelles raisons on assiste depuis plusieurs décennies à une montée en puissance, finalement, de l'État sécuritaire et des mesures sécuritaires, y compris dans des démocraties. Alors, évidemment, on pense que depuis 2001, je dirais les attentats du World Trade Center, effectivement, l'acte terroriste qui a terrassé les 2 tours, joue effectivement un rôle inaugural. Mais on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse uniquement faire commencer la politique sécuritaire à cette date-là. Et on ne peut d'ailleurs pas tout ramener à la menace terroriste. La politique sécuritaire ne se limite pas à la menace terroriste. On verra que, notamment, elle va déterminer une nouvelle façon d'envisager la punition à l'intérieur d'une société. Une nouvelle manière d'envisager la délinquance et le crime, en substituant à la notion de culpabilité la notion de dangerosité. Et donc, il nous faudra examiner de plus près ce qu'on pourrait appeler l'idéologie sécuritaire. Idéologie sécuritaire que les opinions publiques, malheureusement, souvent partagent, et qui invite, au fond, à se représenter tout le temps le monde comme un monde dangereux, où il y a en permanence des risques à éviter, qu'il faut prévenir. Et évidemment, on verra que le concept de dangerosité est au cœur de cette idéologie, et comme je l'ai dit, elle tend à remplacer l'idée juridique de culpabilité.